Aujourd'hui, à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, nous sommes en direct du Grand Palais à Paris, où sont actuellement réunis les chefs d'État et de gouvernement. Nous sommes à quelques mètres d'eux, sous la magnifique rotonde de la Reine, un lieu qui inspirera probablement nos invités. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie française, philologue, philosophe, médaille d'or au CNRS. Nous avons aussi le plaisir d'être avec Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur dans les départements de philosophie et d'études francophones à l'Université de Columbia aux États-Unis. Et puis nous sommes aussi avec Achille Bembe. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'Université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. Et je précise que vous travaillez depuis 1 an et demi à la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Bienvenue à tous les trois. C'est un immense honneur de vous avoir avec nous en plateau. Vous êtes 3 grandes figures intellectuelles, 3 figures de la pensée critique contemporaine. On va parler tout au long de cette émission de la langue française, de ses évolutions, de la francophonie d'aujourd'hui et de demain. Mais d'abord, notre instantané. Non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps. Voilà, la francophonie n'est pas la France-Afrique, disait à l'instant Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Achille Bembe, vous qui êtes une référence des études postcoloniales, comment est-ce que vous entendez ces propos ? Non, je ne suis pas un spécialiste des études postcoloniales. Mais enfin, pour moi, la francophonie n'existe pas. Ou disons qu'elle n'existe qu'en tant que projet. Quel type de projet? Je dirais le projet d'une cité linguistique. Une cité linguistique qui aurait, à mon sens, 3 caractéristiques. Ce serait une cité ouverte à tous, qui n'est pas du tout retirée derrière des murs. Ce serait une cité migrante et ce serait une cité écuménique. Je pense que c'est ce qui donne à ce concept de francophonie, en tout cas tel qu'imaginé par ses grands ancêtres, Senghor, Bourguiba, Amani Diori et les autres, c'est ce qui lui donne aujourd'hui toute sa puissance et toute son actualité et sa capacité de projection vers un futur qui est par définition ouvert. Je pense qu'il faut ramener le débat sur ce que l'on appelle la francophonie, ou en tout cas l'avenir de la langue française, à ses fondamentaux. Barbara Cassin, vous êtes d'accord avec cette idée, cette notion de cité linguistique? Cité ouverte, oui. Certainement pas forteresse assiégée. Ça me paraît essentiel. Et je dirais cité internationale de la langue française, comme l'est Villers-Cotterêts, avec les 2 termes de cité et d'international qui sont fondamentaux. Ça n'est pas un musée et ça n'est pas national. C'est surtout pas nationaliste. Donc oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Et si j'ai une définition de la francophonie, moi je dirais c'est le français et. J'hésite entre le français et le français. Et le français. Souleymane Bachir Diagne, la francophonie, ça représente quoi pour vous? Écoutez, je suis d'accord avec ce que vient d'en dire Achille. L'idée d'ouverture, un projet toujours ouvert, toujours à réaliser. La francophonie sera ce qu'en feront les francophones. Et Madame la secrétaire générale de l'OIF a 1000 fois raison de rappeler que ce n'est pas un projet hexagonal de ce point de vue. La francophonie ne se laisse pas enfermer dans l'hexagone français. Vous savez, démographiquement aujourd'hui, la francophonie, son centre de gravité se trouve plutôt du côté de la République démocratique du Congo qu'ici à Paris où nous nous trouvons. Eh bien, ça veut dire que c'est un projet ouvert qui n'a rien à imposer à qui que ce soit et qui sera ce que nous autres francophones en ferons.
le fait que nous partagions une langue, que nous ayons une langue commune en partage, est ce qui nous lie, mais ce que nous allons porter comme projet, ce que nous allons inventer, ce que nous allons réaliser derrière ce mot, ce concept de francophonie, il nous appartient d'agir dans la direction que voilà. Et on va développer tout cela tout au long de cette émission. On va regarder tout de suite notre focus sur la langue française, focus signé Séraphine Charpentier. Dedans sa forge André Estouet, où toute s'entente mettoit à forger singulière pièce pour continuer les espièces. Vous avez compris? Pas vraiment, hein? Et pourtant, cette langue parlée dans le célèbre roman de la Rose, c'est bien notre français. Explication. Moins 50 avant Jésus-Christ. Les légions romaines de Jules César remontent jusqu'en Gaule. Eux parlent le latin, les Gaulois des langues celtiques. Cette cohabitation linguistique entre Romains et Gaulois donne lieu à une nouvelle langue, le gallo-romain, un savant mélange de latin et de celte. Les mots courants se transforment. Mantum devient mante pour manteau. Les sons changent. Les que se transforment en ch. Cantare devient chanter. Puis arrivent de l'Est ce que les Romains appellent les barbares. Goths, Wisigoths et Francs envahissent certaines parties de la Gaule. Ces peuples germaniques modifient à leur tour le gallo-romain. La France se divise linguistiquement. Au nord, la langue d'oïl le prédomine. Au sud, la langue d'oc. À l'est, la langue franco-provençale. C'est le roi François Ier qui impose la langue d'oïl comme seule langue juridique sur tout le territoire. C'est la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Le français oral s'écrit désormais. De là, le français se développe et se diffuse en France et outre-Atlantique, au gré des événements de l'histoire et de la colonisation menée par la France et la Belgique. Aujourd'hui, le français est une langue aux multiples visages, un symbole de la diversité qui existe grâce à toutes celles et ceux qui la font vivre et qui la réinventent, bien au-delà des frontières de la métropole. Voilà, le français, une langue qui a évolué au cours de l'histoire, au gré des différents événements géopolitiques. Le français, c'est aussi une langue qui a été imposée par la force aux peuples colonisés. Je pense évidemment aux États africains. Souleymane Bachir Diagne, on peut être issu aujourd'hui de cette histoire coloniale et avoir malgré tout un rapport heureux à cette langue française? Tout à fait. Vous savez, dans le premier quart du XXe siècle, un certain monsieur Hardy, envoyé dans les colonies, d'abord en Afrique du Nord, puis en Afrique de l'Ouest, et je crois qu'il avait dû s'installer à Saint-Louis à ce moment-là, pour diriger l'enseignement dans les colonies, a écrit un livre dont le titre est « Conquête morale ». Et dans ce livre, il explique que la conquête physique coloniale n'est pas chose durable. En revanche, dit-il, la conquête morale, c'est-à-dire la conquête des esprits, elle, va assurer la pérennité de notre présence dans les colonies. Et la conquête morale, l'outil de la conquête morale, c'était la langue française. Donc voilà quelqu'un, un jeune fonctionnaire français envoyé dans les colonies, qui a effectivement le sentiment que enseigner la langue française, c'est la meilleure manière d'asseoir dans la durée une domination coloniale. Donc le projet colonial de la langue et de l'enseignement était clairement indiqué. Mais c'est un projet qui se retourne contre lui-même. Qu'est-ce que ça signifie au bout du compte? Ça signifie que des populations qui ne sont pas des populations françaises au départ héritent de cette langue, se l'approprient et bien entendu transforment totalement ce qui devait être une conquête morale en simplement la possession d'une langue et l'ouverture que leur permet la possession de cette langue vers des cultures, la culture française sans doute, également la culture canadienne, la culture belge et les cultures qui continuent aujourd'hui de vivre et de s'exprimer dans cette langue. Cela veut dire que si on reprend le projet de Hardy, ça n'a aucun sens de dire qu'une langue que je parle est une langue qui me colonise. Le français qui sort
de ma bouche et qui nous permet à nous tous d'avoir cette conversation si agréable. Avoir le sentiment que ce n'est pas moi qui parle le français, mais c'est le français qui parle en moi, c'est absurde. Parce que autant de langues on parle, autant d'hommes on vaut. Ceci est un proverbe arabe dont on dit qu'il est d'ailleurs une tradition prophétique. Eh bien, gestion du pluralisme, c'est dans cette situation que nous nous trouvons aujourd'hui, où nous avons dépassé cette question d'une conquête morale, même si c'était là, effectivement, le projet originel tel qu'exprimé par ce jeune fonctionnaire frais et moulu de l'école normale supérieure et qui croyait tout savoir. Ça rejoint un petit peu votre propos, Barbara Cassin. Dans une interview au Figaro, vous dites « La langue est le plus paisible des moyens de conquête ». Oui, c'est le moins pire, on peut dire, parce que c'est un vrai partage. Bon, la langue française, si c'est une conquête morale, c'est aussi, liberté, égalité, fraternité devrait être en partage. Et ça n'est pas si sûr que la langue française ait donné cela en partage. Mais on peut toujours y rêver. Ça veut dire, Achille Mbembe, que historiquement, cet apprentissage, cette langue française imposée au peuple colonisé, c'est un processus qui ne s'est pas nécessairement déroulé dans la violence? Ou ça a été vécu quand même comme une violence? Bon, les faits historiques sont là, mais on oublie l'autre aspect de cette histoire que rappelait Souleymane il y a un instant. Souleymane a donné une interview récemment à un organe de presse dans lequel il disait que la langue française était sa langue. Je crois qu'il a raison. En réalité, le français, la langue française est aujourd'hui une langue africaine. Elle l'est, mais de tous les points de vue. Dans ses multiples variantes, dans ses multiples accents, dans sa, comment dire, sa polyglossie, si vous voulez. Et donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui et pour le futur, c'est justement de savoir comment nous, en Afrique, nous allons non seulement continuer d'habiter cette langue, de lui faire place dans ce que nous sommes, mais aussi comment nous allons en être responsables. Nous avons une responsabilité, moi je dirais particulière, à l'égard de cette langue qui est devenue la nôtre. En fidélité justement, en tout cas pour ce qui nous concerne, nos traditions intellectuelles, à la façon dont Senghor a été responsable de cette langue en la caressant, la façon dont Fanon en a été responsable en la perforant, la façon dont Édouard Glissant, du regretté Mémoire, en a été responsable en la trouant, en essayant justement de la remembrer. Je crois que c'est ce travail qui est passionnant. Et justement, d'un point de vue sociologique, c'est ce que l'on observe au niveau des jeunes générations. Il suffit de voir, par exemple, ce qu'ils en font du français. Justement, parlons-en des jeunes générations. Souleymane Bachir Diagne, vous faites partie de cette génération née autour des indépendants, celle, dites-vous, des enfants de Léopold Sédar Senghor. Le français est votre langue, hein, vous entretenez, et on l'a bien compris, un rapport très intime, très fort à cette langue. Au Sénégal, on voit bien que les nouvelles générations ont une approche un peu différente du français. Pour beaucoup de jeunes, c'est la langue de l'école. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Bon, il est vrai que c'est la langue de l'école. L'apprentissage du français, l'appropriation de la langue française passe par l'école. Mais je vais commencer par répondre à un aspect de votre question antérieure qui était un petit peu passé sous le radar, si je puis dire, qui est le rapport que les écrivains ont à cette langue, qui est un rapport tout à fait heureux. Je prends le cas de l'écrivain ivoirien qui nous a quittés aussi il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Bernard Dadier. Bernard Dadier écrit un roman magnifique qui s'intitule Climbié.
Et dans Climbié, il raconte la manière dont le français lui a été véritablement inculqué. Il l'a ingurgité, cette langue, parce que il parle du symbole, le fameux symbole qui était le symbole précisément de l'interdiction de parler d'autres langues que la langue française dans la cour de l'école. Mais en même temps, quand la plume de Bernard Dadier écrit et transcrit l'imaginaire dans la langue française, on sent le rapport heureux qu'il a avec cette langue, la jubilation d'écrire qui est la sienne. Et ceci est important, et cela me permet de répondre plus directement à votre question, parce que ma génération, nous avons été à l'école et nous nous sommes installés immédiatement dans la langue française. On nous a éduqués à l'école, on nous a instruits avec l'idée que la langue française était notre langue. Et en effet, elle était notre langue. Quand on me pose la question, je dis que le français c'est ma langue. Et si on me dit, mais enfin, pourquoi, alors que c'est la langue de la colonisation, j'ai dit, mais enfin, le fait que ça soit ma langue, je crois bien que ça s'entend. C'est donc un simple fait. Et ce fait est le fait de tous ceux de ma génération que je connais qui ont la même relation à la langue française. En revanche, il est vrai qu'avec le temps, l'école, la manière dont l'école a transmis aux jeunes générations leur langue de travail n'a pas toujours été aussi lisse que cela a été le cas pour ma génération à moi. À un moment donné, un de mes professeurs de lycée, au lycée qui était Van Vollenhoven, qui s'appelle maintenant Lamine Gueye, m'avait envoyé un message en me disant eh bien, quand je t'avais comme élève, toi et tes camarades, nous étions de plein pied dans la même langue française. Aujourd'hui, quand j'enseigne le français, j'ai l'impression de l'enseigner comme une langue étrangère. Comme une langue étrangère. On va justement partir à Dakar, au Sénégal. Illustration tout de suite de ce que vous dites, Souleymane Bachir Diagne, avec ce reportage tourné il y a quelques jours par nos équipes dans la capitale sénégalaise. Si dans les rues de Dakar, le français se matine allègrement de Wolof, notamment la langue nationale la plus parlée au Sénégal, il reste la langue officielle dans l'administration ou l'enseignement, comme ici à l'université Cheikh Anta Diop. On l'utilise partout en lisant, en écrivant, même entre amis, on cause en langue française. Depuis la rentrée 2024, la politique en matière d'apprentissage des langues a changé. Jusqu'alors réservé à l'entrée en classe de 6e, l'anglais est désormais enseigné dès l'école élémentaire. Alors faut-il voir un lien entre cette nouvelle politique d'apprentissage des langues et le contexte des relations entre la France et son ancienne colonie ouest-africaine? Plusieurs collectifs prônent un rééquilibrage du partenariat entre Paris et Dakar et une réappropriation des langues nationales au détriment du français. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va rompre brutalement avec la langue française, parce que ça demande du temps. Mais on peut s'inscrire dans un agenda qui nous permettra, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans maximum, de se départir totalement de cette langue française, tout en privilégiant les langues nationales. De la même manière qu'on apprend la langue française au Sénégal, qu'on essaie de nous apprendre le lingala, le bambara aussi, afin de permettre à tous ces jeunes-là de pouvoir communiquer une fois sortis. Barbara Cassin, vous souhaitiez réagir? Oui, d'abord, je souhaite réagir à ce que j'ai entendu. Pour moi, ce n'est pas au détriment du français. C'est avec et entre. C'est ça, disons, les conjonctions déterminantes de la francophonie. C'est avec et entre. Et je souhaitais dire simplement que, d'une part, quand j'ai posé à Souleymane Bachir Diagne une fois la question « Quelle est ta langue maternelle ?» Il m'a dit « Je ne sais pas. » J'ai trouvé ça magnifique. En effet, il en a 3. Bon. Et je me disais aussi que quand un professeur au Sénégal dit bon, c'est plus quel français, c'est difficile d'enseigner le français maintenant, mais un professeur de français en France peut dire c'est difficile d'enseigner le français maintenant. Et pas forcément de manière étrange, c'est vrai. C'est-à-dire que le français est une langue qui évolue terriblement et que la jeunesse la parle autrement. Je ne suis pas sûre de comprendre toujours ce que mes fils disent au téléphone. Et effectivement,
parfois un décalage générationnel. Achille Bembe, cette difficulté à enseigner la langue française auprès des jeunes générations, c'est une réalité qu'on retrouve aujourd'hui partout en Afrique francophone? Je ne voudrais pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage entre le français formel, classique, et le français vernaculaire, si vous voulez, tel qu'il est recréé constamment dans la vie quotidienne par les jeunes générations. Mais je voudrais penser que, justement, cette création ininterrompue de la langue, cette production permanente de la langue, qui est une production en fonction des situations concrètes dans lesquelles les gens se trouvent, que cette production, elle est elle-même significative justement de la plasticité du français. Je suis d'accord avec Barbara lorsqu'elle dit qu'il faut penser l'avec, l'entre, cette interlangue en fait, qui est faite de plusieurs langues à la fois et qui est à mon avis si caractéristique de la vie linguistique africaine contemporaine. On parle souvent, on entend souvent parler aujourd'hui de déclin de la langue française. En même temps, quand on regarde les chiffres, la langue française aujourd'hui, c'est plus de 321 millions de locuteurs dans le monde. Et selon les projections, nous serons 715 millions d'ici à 2050, majoritairement sur le continent africain. Barbara Cassin, ça veut dire que le français de France va devenir largement minoritaire finalement dans les 30 prochaines années? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le français de France. Voilà. Il y a on peut imaginer qu'il y a autant de façons de parler français qu'il y a de pays francophones. Le français a toujours été, comme toutes les langues vivantes, une langue d'import-export. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer et personne ne peut s'en alarmer. Personne ne peut s'en alarmer. Souleymane Bachir Diagne, vous dites que le français n'a d'avenir en Afrique que s'il reconnaît les langues locales. C'est ce que nous évoquions tout à l'heure. C'est intéressant parce que ça veut dire, si on vous suit bien, que finalement l'évolution de la francophonie, elle ne dépend pas uniquement de facteurs démographiques, mais aussi de cette notion de plurilinguisme qui était évoquée à l'instant, et aussi peut-être de la question de la bonne éducation sur le continent. Absolument, parce que comme Barbara a insisté tout à l'heure, une langue n'est pas acquise au détriment d'une autre langue. Elle est acquise en plus d'une autre langue. Donc, considérer que la relation entre le français et les langues nationales, c'est un jeu à somme nulle, où ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, c'est absurde. C'est absurde. Et c'est là que la notion de pluralisme devient importante. Il nous appartient aujourd'hui en Afrique d'avoir une gestion rationnelle d'un pluralisme linguistique et d'inscrire ce pluralisme linguistique dans nos systèmes d'éducation. Je sais qu'en ce moment, il y a une initiative au Sénégal pour une introduction décisive des langues nationales. Les expérimentations ont eu lieu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, cette introduction est chose qui va se réaliser et je crois qu'on se donne l'horizon 2029 pour que les choses soient stables de ce point de vue-là. C'est une manière de procéder. Il faut procéder à la mise en place d'une politique de pluralisme linguistique qui donnera toute la place qui leur revient aux langues nationales, toute la place qui lui revient au français, langue qui est la nôtre, qui est une langue d'Afrique, comme le disait Achille tout à l'heure, et toute sa place aussi à l'anglais, parce que l'anglais entre dans les systèmes éducatifs, et aujourd'hui, l'anglais est très présent dans l'enseignement ici, en France. En France, où nous avons une loi tout bon qui, en principe, canaliser l'introduction de la langue anglaise. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a ce phénomène de pluralisme, et la francophonie a eu une avancée majeure lorsqu'elle s'est définie non plus comme la défense frileuse et crispée de la langue française contre le tout anglais, mais comme une philosophie du pluralisme linguistique. Et cela permet aux Français de comprendre qu'ils cohabitent avec plusieurs autres langues, non seulement en Afrique, mais également dans d'autres territoires, dans d'autres régions francophones. Et donc, cette gestion du pluralisme doit être aussi une des politiques de la francophonie. Je disais tout à l'heure avec Achille que la francophonie est projet ouvert
eh bien, le projet ouvert de réalisation du pluralisme linguistique est devant nous et c'est la tâche qui est notre responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de notre langue commune. L'Organisation internationale de la francophonie semble quand même avoir pris conscience. Hier, lors de son discours, la secrétaire générale Louise Mushikiwabo a eu ces mots. La francophonie, ce n'est pas un repli contre la langue anglaise, c'est tout le contraire. Ça veut dire que quand même la francophonie en tant qu'organisation prend conscience aujourd'hui de cette nécessité de continuer à exister, mais en acceptant aussi le développement d'autres langues. On a d'ailleurs des pays qui sont à la fois membres de l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth, organisation anglophone. Qu'est-ce que ça vous inspire, Achille Babélé? Mais l'anglais n'est pas notre ennemi. Aucune autre langue n'est notre ennemi. Et c'est bien de le rappeler. Mais bien entendu, Souleymane, dont la langue est le français, il aura quand même passé une très grande partie de sa vie intellectuelle dans un pays anglophone. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, c'est mon cas également, en Afrique du Sud, depuis à peu près plus de 20 ans. Donc, aucune autre langue n'est notre ennemi. Même pas ce qu'on appelle le globish. Il faut sortir de là. Par contre, je crois que dans notre réflexion, il nous faut prendre très au sérieux un défi fondamental, le défi qui est posé par l'émergence de l'intelligence artificielle. Ce qui arrive à la fonction linguistique en cet âge où effectivement la raison numérique sous sa forme algorithmique domine à peu près tout et où le capitalisme des plateformes tend à transformer la langue en une marchandise. On le voit très bien à travers l'émergence au cours des dernières années des industries de la langue. La traduction, Barbara et Souleymane nous ont appris énormément à ce sujet. La traduction devenant aujourd'hui, en plus de tout ce qu'ils nous ont dit, disons, un secteur tout à fait vibrant de l'économie. C'est plusieurs milliards de dollars en réponse justement aux besoins grandissants de traduction. Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est aussi un pont entre nos différentes humanités. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une série de questions très complexes qui émergent justement à la faveur de cette reconfiguration des langues en réponse justement à l'escalade technologique à laquelle nous faisons face. Et je pense que le moment est vraiment venu, pour ce qui est du français, de s'interroger sur ce qu'est la langue, ce qu'est la fonction linguistique à l'ère numérique. Barbara Cassin, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec l'esquisse de questions que vous posiez, c'est l'anglais et le globish. Alors d'abord, expliquez-nous peut-être pour nos téléspectateurs ce qu'est le globish. C'est le Global English, c'est-à-dire ce n'est pas de l'anglais, c'est une langue de communication fabriquée assez pauvre et qui se différencie des langues de culture. Là où le globish devient grave, c'est quand ce pseudo-anglais éradique les langues de culture et en fait des dialectes à parler chez soi. Une langue, on ne l'a peut-être pas assez dit encore, ce sont ses auteurs et ses œuvres. C'est ses locuteurs, mais ses auteurs et ses œuvres. Et c'est ça que partage la francophonie. Quand on dit qu'on a le français en partage, on a aussi Ronsard, Du Bellay et tant d'autres. Et Rimbaud en partage, par exemple. Et même Mallarmé. Compliqué, mais on l'a. Bon. Donc, le globish, ça n'est pas l'anglais. Et ce qui est très grave, c'est qu'on peut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est là où ça rejoint ce que dit Achille,
l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une intelligence globichique. C'est-à-dire qu'elle parle cette langue-là. En même temps, quand on a vu dans les débuts d'Internet, les débuts par exemple de Google Traduction, c'est vrai que les traductions pouvaient être assez approximatives. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus précises, de plus en plus nuancées. On peut imaginer que ce sera un développement naturel et bien l'intelligence artificielle. On sait d'ailleurs que d'ici 50 ans, les traductions artificielles, si on peut parler ainsi, seront relativement... C'est ça, seront mieux que nos traductions. Mais ceci dit, je suis d'accord absolument avec ce que dit Barbara. Il y a un danger aujourd'hui de considérer la langue, pas seulement le français, comme une marchandise. C'est une menace réelle. C'est pour cela qu'il me semble important de continuer d'insister sur le fait que les langues en général, la langue de toute façon, fait partie de ce que l'on pourrait appeler les biens publics mondiaux. Il faut insister là-dessus et à partir de là, effectivement, elles remplissent les mêmes fonctions que l'air, que l'eau, que la biodiversité, et que ce faisant, elles ne sont pas des objets que l'on peut acheter et vendre comme tout autre objet, même si ceci passe par disons l'IA. Juste pour en revenir au globish que vous évoquiez, Barbara Cassin, est-ce que c'est vraiment une menace pour la langue française? On a plutôt tendance à penser que c'est une menace pour la langue anglaise. Non, c'est une menace pour toutes les langues. Oui. Pourquoi? Parce que, pour moi, le scénario le pire, ça serait globish plus dialecte. Dialecte, l'anglais faisant partie des dialectes. Hein, l'anglais, le français ou le wolof. Ce sont des dialectes par rapport au globish, c'est-à-dire que ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent. Peut-être. En effet, c'est une marchandisation totale de quelque chose comme l'uniformité des langues. Au lieu d'avoir plus d'une langue, on a moins d'une langue. On a moins d'une langue. Oui. Souleymane Bachir Diagne, vous avez beaucoup travaillé, comme Barbara, sur ces questions de traduction. Vous dites d'ailleurs, nous pouvons transformer notre dispersion en langue en notre rencontre et notre rencontre en traduction. C'est quelque chose que vous avez déclaré il y a quelques années à Philosophie Magazine. En même temps, on peut se rendre compte aussi, juste par rapport à cette question de la traduction, que la langue française manque parfois de vocabulaire. Par exemple, en arabe, on sait qu'il existe 14 degrés de l'amour. C'est pas le cas en français. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'il y a nécessairement une part d'interprétation dans la traduction? Non seulement il y a une part d'interprétation dans la traduction, mais la traduction rencontre de l'intraduisible. Vous savez, si on regarde ce que signifient les langues, et une langue, ce n'est pas simplement un ensemble de mots, ce n'est pas simplement un outil de communication, d'où précisément ce que Barbara disait tout à l'heure sur le globish, qui est une manière d'aplatir l'anglais sur la simple instrumentalisation et puis un certain nombre de mots, un vocabulaire limité pour communiquer, et on croit que l'on parle anglais, on croit qu'on ne peut pas lire Shakespeare avec cela, avec le globish. Mais une langue, lorsqu'on la voit dans toute son épaisseur, elle nous inscrit d'une certaine manière dans le monde. Une langue détermine une relation que nous avons au monde. Une relation que nous avons aux autres, et passer d'une langue à une autre, c'est en quelque sorte se déplacer dans la relation à la réalité. Et c'est la raison pour laquelle la traduction, quand on la regarde, devrait être impossible. Parce que ça consiste à verser un monde dans un autre monde. Et pourtant, cela se fait. Et cela se fait parce que nous partageons une même humanité. C'est-à-dire que l'expérience d'un peuple, d'une culture avec sa langue, peut parfaitement passer dans ma compréhension à travers ma propre langue, parce que nous avons une humanité que nous partageons. Et alors, il y a évidemment de l'opacité. Tout ne passe pas très facilement. Mais c'est intraduisible, ce n'est pas un obstacle au sens où on s'y heurterait comme à une impossibilité. Et je reviens à une définition magnifique que Barbara donne de l'intraduisible. Elle dit, l'intraduisible, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas traduire, mais ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. On tourne autour, on trouve des détours,
on y revient. Il y a des traductions et des retraductions, mais tout cela se fait sur fond d'une humanité partagée et il faut que nous en revenions à cette idée que les langues nous réunissent, y compris dans leurs différences, parce qu'il y a de la traduction. Et je reviens toujours aussi à une parole que j'aime citer, qui est celle de l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o, pour qui j'ai énormément d'admiration et d'amitié, qui disait « La langue des langues, c'est la traduction ». Ngugi décide de ne plus écrire, en tout cas les œuvres de fiction, que dans sa propre langue kikuyu, mais il en appelle à une ouverture de ce qu'il écrit, précisément par la langue des langues qui est la traduction. Tout cela nous renvoie à une certaine notion d'universalité. Oui. Du moment que ça nous y renvoie comme à un jugement réfléchissant, si j'ose dire, et que ce n'est pas le point de départ, moi j'aime ça. L'universel comme point de départ, je m'en méfie, parce que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Universaliser, ça va, c'est bien. Mais partir de l'universel, lequel? Le tien? Ça me dérange. Ça vous dérange.